Bonjour Pierre, Bonjour, tu as 23 ans, tu es originaire de Vendée et porte-parole d'Écologie Responsable. Merci d'avoir accepté notre invitation. merci à vous. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec toi du think tank Écologie Responsable que tu représentes. Tout d'abord, vous vous définissez comme un think tank qui croit à une écologie du réel, une écologie enracinée et positive. Quels sont vos objectifs en travaillant à ce cercle de réflexion autour de la problématique écologique? Et vu les adjectifs que vous vous appropriez, est-ce qu'il y a plusieurs courants écologiques? Alors, c'est vrai lorsqu'on a créé un petit peu avec Ferrol Delmas ce think tank qui s'appelle Écologie Responsable, on avait un sentiment que ce sujet de l'écologie n'était pas assez pris par notre courant idéologique qui était le courant de la droite et du centre droit, etc. Et donc on avait envie justement d'avoir un centre de réflexion, un endroit où on peut échanger là-dessus et créer quelque chose. Alors on se définit comme autour de deux piliers, enracinement et innovation, pour justement essayer de balayer large et d'avoir tous les spectres un petit peu idéologiques de ce que pensait la droite sur les questions écologiques. L'innovation, parce qu'on croit justement dans une croissance verte, une croissance durable, le progrès, la croissance, voilà, ça c'est le premier point, innovation. Et le deuxième point, enracinement, donc là c'est le côté aussi enraciné dans les territoires, un attachement à la ruralité, à notre pays. Et c'est, je pense, sur ces deux leviers-là que peut se construire une écologie de droite, en tout cas une écologie du réel. Et on était en fait assez frustrés, je pense, par le fait qu'on on avait l'impression sur le spectre politique que l'écologie appartenait qu'à un seul camp. Et l'écologie, je pense, n'appartient à aucun camp. Et donc c'est pour ça qu'on essaie de le faire. On n'a pas la prétention de dire que l'écologie est à 100% de droite, mais que l'écologie appartient aussi à la droite. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire avec des ateliers, des cercles économiques où on échange avec des acteurs économiques sur comment est-ce qu'ils s'adaptent aux transitions écologiques. On remet le prix de l'enracinement, qui est le prix de l'enracinement Simone Veil, à des personnalités, soit politiques, soit académiques, qui sont justement, qui témoignent de cet enracinement dans un territoire ou d'un enracinement un peu idéologique qui nous est cher. Pourtant, l'écologie, c'est un thème qui revient très souvent dans le débat politique, mais c'est une cause qui, dans la vie de tous les jours, semble quand même avoir du mal à s'imposer partout, d'autant qu'elle est difficilement identifiable en tant que telle. En fait, ma question, c'est comment réussissez-vous à réfléchir clairement, malgré la confusion de l'écologie avec plein d'autres mouvements? On parle de la chasse, de la souffrance animale, des pesticides, du véganisme. Vous, comment est-ce que vous définissez votre écologie, en fait? Et justement, ça, pour le coup, c'est une très très bonne question parce que je pense que la force qu'a eu le courant un peu, ce qu'on peut dire, l'écologie à gauche, ça a été justement de prendre ce sujet de l'écologie, qui est le sujet de notre génération, parce qu'on est confronté à ce changement climatique, et d'y ajouter toute leur idéologie. Et ça, c'est très fort parce qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, toutes ces questions écologiques, on a l'impression que c'est ces questions-là. Je ne pense pas du tout que ce soit ça. La question du changement climatique, c'est justement comment est-ce qu'on fait pour décarboner notre système et pour qu'on rejette beaucoup moins d'émissions de CO2, etc. et qu'on évite les effets néfastes du changement climatique. Le rapport du GIEC l'explique bien. On a une menace de ce fameux plus 2 degrés, alors c'était 1,5, maintenant on est passé à 2 degrés, de se dire il ne faut pas qu'on dépasse cette augmentation-là parce que sinon on va avoir des ravages. Et c'est sur ça qu'on doit se concentrer, c'est comment est-ce qu'on fait pour atteindre cet objectif de ne pas dépasser les 2 degrés, comment est-ce qu'on décarbone notre économie. Et donc c'est sûr que ça ne nous concerne pas toujours au quotidien, on n'a pas l'impression que ça nous concerne au quotidien, mais ça doit en fait, on doit réfléchir à comment est-ce qu'on change ce système économique qui peut avoir sa place. Hein. Justement, on essaie souvent de nous expliquer que c'est la fameuse phrase à gauche, écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage. Pas du tout. Enfin, je veux dire, décarboner, tout système peut décarboner. Que ce soit un système communiste, un système capitaliste, que ce soit un système ultra progressiste, ultra conservateur, peu importe le système politique, l'objectif de décarboner, tout le monde peut le partager. Donc en ça, l'écologie, elle est pour tous les mouvements politiques. Et donc on était voilà, frustrés de ça, et donc c'est pour ça qu'on essaye de faire un petit peu ça. Et j'essaye de rebondir un peu en disant que voilà, on n'a pas l'impression que c'est au quotidien, et on dit souvent qu'il ne faut pas opposer fin du mois avec la fin du monde. Et je pense même à droite, souvent, on avait tendance à dire qu'il ne faut pas opposer, je pense, la fin de la civilisation avec la fin du monde. Et bien en réalité, faire une écologie de droite, c'est répondre à ces trois défis-là, répondre à la fin du monde, la fin du mois et la fin de la civilisation. On refuse, je pense que si on est dans cette réflexion un petit peu d'une écologie responsable, on refuse, c'est ce qu'on nous promet, que la fin du monde, la fin du mois difficile et la fin de la civilisation, il faut qu'on refuse ça et qu'on s'engage sur tous ces trois grands sujets. Fin du monde, donc ça c'est adapter notre modèle pour réduire notre impact sur l'environnement. Fin du mois, donc ça c'est comment est-ce qu'on redevient aussi une puissance économique qui crée de la richesse pour répartir cette richesse, parce qu'avant de répartir la richesse, il faut la créer, donc comment est-ce qu'on crée cette richesse pour qu'on ait un pays productif et économiquement puissant.
qui répondent aussi aux enjeux climatiques précédemment. Et enfin, la fin de la civilisation, comment est-ce on recrée un sentiment d'appartenance nationale, comment est-ce qu'on recrée une nation qui semble aujourd'hui un petit peu ébranlée sur des rapports de valeurs qu'on ne partage pas tous. Et si on arrive vraiment sur ces 3 piliers-là à apporter des solutions en tant que jeunes, en réfléchissant, etc., je pense qu'on aura gagné, on aura beaucoup gagné, hein. Et justement, dans ta façon de parler, on comprend que l'écologie doit traverser tous les domaines en fait. Et est-ce que quand on voit le slogan d'Europe Écologie Les Verts, par exemple pour la campagne de 2002, qui est revenu souvent, c'était liberté, égalité, fraternité, biodiversité pour une république écologique. Vous, qu'est-ce qui vous a poussé à créer une alternative face à un projet comme ça qui revendique un combat centré sur l'écologie? Comme si le combat existait déjà, vous, qu'est-ce qui va vous donner envie de donner un autre crédit à la cause? Euh, Justement, il faut peut-être le sortir de cette idée qu'un seul parti qui s'appelle écologie peut à lui seul porter des questions écologiques, parce que comme il l'a dit tout à l'heure, ça doit aborder tous les thèmes. Et donc comment est-ce qu'on essaye de faire ça? On a essayé aussi de se replonger un peu dans les racines un petit peu des idées de ce que c'était qu'à peu près ce courant de pensée qui était à droite, et on s'est dit que ça cochait les cases. Si je résume un petit peu, on peut dire que la droite, c'est le côté gaulliste humaniste, et général de Gaulle disait la seule querelle qui vaille, c'est la querelle liée à l'homme. Donc c'est le côté vraiment humaniste de comment est-ce qu'on replace l'homme dans son environnement qui est la nature qui l'entoure. Et donc si on veut que l'homme soit bien, heureux, etc., il faut qu'il puisse vivre dans un environnement où il n'y a pas de catastrophe climatique. Donc ça, le gaullisme finalement répond aussi à cette question qu'il faut se préoccuper de l'écologie parce qu'on a besoin de l'homme. Premier aspect, c'est aussi l'héritage un petit peu démocrate chrétien. Et c'est la dernière encyclique Laudato Si du pape qui explique qu'il faut aussi avoir de la mesure. Il faut être modéré dans notre rapport aussi à la consommation, une croissance vertueuse et durable, mais vraiment le côté, la modération qui est une vertu assez intéressante. C'est aussi le côté libéral-conservateur. Libéral, c'est l'innovation. On croit aussi que la croissance va pouvoir nous apporter des solutions. Moi, je refuse cette idée de décroissance. C'est sans doute théoriquement, dans un colloque universitaire, c'est sans doute très intéressant de parler de décroissance, mais la réalité, c'est que la croissance, c'est de la création de richesse, et de cette création de richesse-là permet justement l'émancipation de l'individu dans la société par son travail. Et si on fait de la décroissance, eh bien, la fin du monde et la fin du mois va toujours s'opposer, et on n'arrivera pas à concilier les deux. Et c'est pour ça qu'on croit aussi qu'il faut pouvoir aller là-dessus, faire de la croissance économique saine, mais qui puisse profiter à tout le monde et amener ces transitions écologiques. Et enfin, c'est aussi le côté conservateur. Et il y avait cette phrase d'un conservateur britannique, dont j'ai oublié le nom, mais qui disait qu'est-ce que c'est être conservateur? C'est avoir ce sentiment que les bonnes choses peuvent être aisément détruites, mais non aisément créées. Et on se rend compte, aussi bien la droite a très souvent eu ce rapport-là sur les questions civilisationnelles, d'identité, de culture, en se disant bah oui, notre histoire est grande, mais elle est très fragile. Et bien on doit avoir ce même rapport avec la nature. Oui, notre nature aussi, elle est fragile et on aura du mal à la reconstruire. Et on le voit bien avec tous les aléas climatiques, lorsqu'il y a par exemple dans le sud de la France ou des incendies, des inondations, etc. On voit qu'en 10 minutes, tout ce que la nature a créé depuis des années peut partir comme ça en lambeaux. Et ce rapport à la civilisation, on l'a. Et bien il faut qu'on l'ait aussi avec la nature. Et je pense que si justement on arrive, et c'est ce qu'on essaye de faire avec notre centre de réflexion qui s'appelle Écologie responsable, si on arrive à prouver que l'écologie s'installe parfaitement dans l'idéologie que j'évoquais, le gaullisme, la démocratie chrétienne, le libéralisme et le conservatisme, on balaye à peu près tous les spectres idéologiques et on prouve finalement par les idées, et ensuite on pourra en discuter par le concret, par des mesures concrètes, mais on prouve par les idées d'abord, qui est essentiel, que c'est extrêmement compatible, et donc que ça n'appartient à personne. Et l'écologie, c'est un enjeu actuel, forcément ça devient un enjeu politique. Tu l'as dit, ça peut traverser différents courants idéologiques. Est-ce que selon toi, ça peut traverser tous les courants politiques ou est-ce qu'il y a des incompatibilités? Je pense par exemple au libéralisme. Quand on parle d'écologie, on va directement penser à restriction. Donc selon toi, est-ce que c'est possible de trouver un compromis? Je pense que c'est possible, évidemment, et je pense que c'est pas incompatible, c'est ce que j'essaie d'expliquer au début. L'écologie, c'est le fait enfin, l'objectif premier de l'écologie, si on veut y répondre, c'est de décarboner notre économie. Et je pense que le libéralisme et tout système économique peut répondre à ça. Évidemment que le libéralisme est capable de décarboner son économie. Ça demande de s'adapter, de mettre des mécanismes peut-être incitatifs, des mécanismes aussi étatiques qui contrôlent, qui régulent, pour justement inciter tous les acteurs économiques à aller dans cette croissance verte. C'est aussi l'opinion publique. Lorsque le consommateur a un acte d'achat un peu vertueux, et bien ça incite toute la chaîne économique aussi à bouger. Mais ce n'est pas suffisant sans doute. Et c'est pour ça qu'on est sur l'enracinement et l'innovation, parce que je pense qu'on était un peu frustré aussi de se dire que
grosso modo, les deux grands courants de pensée à droite qui répondaient à l'écologie, c'était soit le libéralisme assez extrême qui nous disait le progrès technique va nous sauver et il faut croire dans le progrès technique, créer de la richesse pour solutionner le problème. Et de l'autre côté, une idée un peu plus restrictive, le localisme, si on revient à du local, ça va nous sauver. Je pense que ni l'un ni l'autre vont nous sauver pleinement parce que euh, tout ce besoin d'investissement va quand même, pour le libéralisme, dans l'innovation, va quand même avoir un coût sur l'environnement, un coût énergétique important. Et à l'inverse, le localisme, si on réindustrialise notre pays, si c'est pour réimporter le carbone qu'on a exporté en délocalisant les industries, ça ne va pas régler le problème non plus de l'écologie. Donc revenir à du local, oui, mais il faudra du local vertueux, et donc mêler les deux, enracinement et innovation, pour justement recréer un système économique dans lequel notre croissance peut être basée sur euh, une croissance durable, une croissance verte, une croissance qui est vertueuse pour la société. Parce qu'encore une fois, je pense que cette question de croissance, elle est au cœur, enfin cette question du libéralisme et de la croissance, elle est au cœur de ce qui pourrait être une contradiction pour une écologie un peu positive, ce qu'on appelle une écologie de droite. Mais en fait, ça ne doit pas l'être. Parce que si on explique aux autres pays dans le monde arrêter la croissance, c'est très facile de notre part, nous, pays occidentaux, qui avons construit notre richesse sur la croissance, et qui plus est une croissance carbonée, d'aller expliquer aux pays en développement, arrêtez votre croissance carbonée pour la planète. Eux aussi ont envie de réussir comme nous. Et là où on a un vrai enjeu, je pense, c'est comment est-ce qu'on invente un modèle d'une croissance décarbonée. Et si on arrive à prouver au monde que les pays occidentaux ont été capables de faire ça, et bien ensuite tous les pays du monde pourront peut-être suivre cette marche-là et avoir tous ensemble une croissance qui sera une croissance positive, mais décorrélée du carbone. Et pour ça, c'est des questions, on pourrait peut-être l'évoquer, mais le sujet, c'est la production énergétique, ce sont les transports, c'est ce qu'on appelle le logement, le fait de rénover les bâtiments, et c'est un petit peu aussi l'agriculture. Je crois qu'au niveau européen, par exemple, en termes d'émissions, on est sur 25% des émissions de gaz à effet de serre sont dues à l'énergie, à l'électricité principalement. Ensuite, 20% à peu près pour le transport également. Et ensuite, on est à peu près à 15% et 15% pour les questions que j'ai évoquées de rénovation thermique des logements et l'agriculture. Et donc, il faut répondre à ça, et pour ça, il va falloir aussi des investissements financiers. Et c'est pour ça qu'on aura besoin aussi un peu de croissance et de libéralisme pour y répondre. Donc la solution, ce serait plutôt montrer le bon exemple. En fait, les partisans de la mondialisation ne sont pas ne sont pas incompatibles avec le sujet de l'écologie, simplement ils ne prennent pas assez en compte. C'est plutôt votre discours. Tout à fait, oui, c'est pas incompatible. Euh, et encore une fois, c'est pour ça qu'on est sur ces deux piliers. Parce qu'on pense aussi fondamentalement que si on est enraciné, un individu qui est enraciné dans son territoire, dans son lieu de vie, s'il aime vivre là où il est, d'où il vient, il a des origines familiales, etc., il est attaché à son environnement. Donc, puisque l'écologie, c'est la science justement de l'homme et de son rapport à l'environnement, et ben, évidemment qu'il ne voudra pas abîmer son environnement. Et donc, des personnes enracinées auront un rapport à l'innovation qui sera aussi différent et voudront une innovation qui aille dans le bon sens pour protéger leur environnement. Et donc, encore une fois, il ne faut pas, je pense que si on rentre en voulant cliver, en disant vous choisissez soit absolument l'innovation, le libéralisme, la croissance absolue, le progrès technique nous sauvera, soit vous choisissez le localisme, vous choisissez le retour à des circuits courts, ben, si on continue d'opposer les deux, ça ne marchera pas. Il faut vraiment qu'on puisse concilier les deux, et si on concilie les deux, je pense qu'on peut vraiment réussir ce défi qui est le défi de notre génération. Hein. Comment est-ce qu'on arrive à répondre à qu'il n'y ait pas de fin du monde? Et on n'a pas envie qu'il y ait de fin du monde, et on a envie aussi qu'il y ait des fins de mois heureuses et qu'il n'y ait pas la fin de la civilisation. Ce triptyque, je pense, il est vraiment important. Je vais dire par quels moyens, simplement, mais on va développer dans les Ouais. prochaines questions. D'abord, je voulais repasser par l'actualité politique des derniers mois, et notamment sur les dernières élections présidentielles. Est-ce que vous avez été satisfait de la place qu'a eu l'écologie dans les programmes? Est-ce que vous avez trouvé ça pertinent d'avoir nommé un ministre de la part d'Emmanuel Macron de la transition écologique et de la transition énergétique? Est-ce que pour vous, quel est le bilan que vous faites de cette dernière période? Alors, je ne vais pas essayer forcément de rentrer dans le politicien pour le coup. Sur la première question, je pense que personne de notre génération n'est satisfait de cette élection présidentielle. Les enjeux n'ont pas été vraiment abordés, et notamment la question écologique. Le risque, c'est qu'à chaque fois, ce soit un peu cosmétique dans un programme présidentiel. Il ne faut pas que ça soit cosmétique. Il ne faut pas que ce soit juste, ah oui, au fait, en bas de notre programme, on rajoute quelques progrès écologiques en disant, alors pour le coup, la gauche va nous dire on va interdire la chasse. Bon, très bien, je ne vois pas ce que ça va changer pour le carbone. Et la droite, parfois, va dire, bon,
on va défendre nos agriculteurs, oui, mais ça suffit pas non plus. Enfin, des deux côtés, il faut vraiment qu'il y ait un peu plus de programmes écologiques, et en ça, on a été frustrés. Ensuite, sur le gouvernement, je pense que c'est aussi, j'espère que ce ne sera pas gadget, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu gadget d'avoir des postes comme ça à la transition, surtout avec ce côté de planification. Encore une fois, je trouve qu'en disant ça, il acte le fait que la gauche a gagné le combat écologique en disant que le seul moyen de faire de l'écologie, c'était de planifier, donc c'était son modèle économique de la gauche qui gagnait sur l'écologie et sur l'ensemble du système. Non. Enfin, on peut évidemment faire de l'écologie sans faire de la planification. Attention, il y a de la bonne planification, le général de Gaulle en a fait, c'est pas ça. Mais c'est quand même à la base une idée qui vient du programme de la France Insoumise, et de ces balbutiements, un coup là, un coup ici, on ne sait pas vraiment c'est quoi le programme. Qu'est-ce qui a été fait pour décarboner? Et on le voit avec le récent fait de vouloir réouvrir une centrale à charbon pour préparer notre hiver. Enfin, donc en fait, ceux qui ont été nommés aujourd'hui pour planifier la transition écologique sont les mêmes qui, il y a quelques temps au gouvernement, nous ont planifié la fin du nucléaire, par exemple. Et ça, c'est pas forcément en cohérence. Une écologie du réel, c'est aussi une écologie qui a une vision politique, une vision sur le long terme. Et cette vision sur le long terme, par exemple, sur la question énergétique, en France, on ne l'a pas eue. Et on est comme ça à balbutier. On a une tribune des trois directeurs des grands groupes énergétiques qui nous appellent à réduire notre production, non pas pour des questions écologiques, mais parce qu'on n'est plus capable en fait de produire assez. Et c'est quand même, je trouve, assez frustrant, assez flagrant de se dire, on sait notre pays quand même un peu plus pauvre, et en plus n'a pas une stratégie globale sur les questions énergétiques. Et donc ça, c'est l'enjeu de se dire, il faut qu'on puisse dire, l'écologie, ça doit être central pour répondre à cette question énergétique. Et ça, c'est une des premières solutions, je pense, c'est qu'il faut qu'on décarbone notre électricité. En fait, on va avoir, on le voit bien avec les questions du numérique, avec les questions même de la mobilité électrique, on va avoir un besoin croissant d'électricité. Le monde, l'Europe et le monde entier, on aura besoin de toujours plus d'électricité. On estime, je crois, qu'il faut augmenter notre production électrique de 60%. Sauf qu'en même temps, notre production électrique en Europe, elle est encore carbonée, elle est encore, je crois, un quart de notre production électrique est encore au charbon en Europe. Eh ben, là, il y a une contradiction. Donc comment est-ce qu'on décarbone, qu'on passe à zéro charbon pour la production électrique? Comment est-ce qu'on développe un mix énergétique? Il faut du nucléaire, ou en tout cas des énergies pilotables à faible rejet de carbone, et il faudra aussi un peu de renouvelable. Le renouvelable seul, du fait qu'il n'est pas pilotable, ne sera pas suffisant, mais il faut mêler les deux. Mais ça demande des investissements, une stratégie, une vision à long terme, et ce n'est pas aujourd'hui qu'on va pouvoir construire un réacteur nucléaire pour décembre, pour passer l'hiver. Et donc là, encore une fois, nos politiques sont responsables, et pas que ce quinquennat, hein, les quinquennats précédents, de droite, de gauche, ça fait quand même plusieurs années où on n'a pas une vision globale sur ce que doit être la politique énergétique et électrique de la France, alors même qu'on sait que ça va être un enjeu essentiel pour l'écologie. Merci. On a parlé de planification à l'échelle nationale. Évidemment, l'écologie, et c'est un de ces obstacles, je pense, et qu'elle s'envisage surtout à l'échelle mondiale. Et en fait, quand on voit la taille de la France dans le monde, face à d'autres puissances même plus polluantes, quelle stratégie penses-tu qu'on peut adopter? En fait, pourquoi le sujet ne s'impose pas encore partout, et pourquoi il y a autant de lenteur? euh, la France a pris des engagements, on est encore en train de dire qu'on n'est pas en train de les respecter, tout ça. Aujourd'hui, la figure de l'écologie, c'est Greta Thunberg, à l'échelle mondiale. Est-ce que pour vous, c'est le bon chemin? Enfin, quelles sont les solutions que vous imaginez à l'échelle mondiale? Alors pour le coup, le cas de Greta Thunberg est intéressant, c'est vrai, et c'est pas du tout dans la philosophie dans laquelle on s'installe. Cette idée finalement d'une génération qui refuse de participer à la solution en arrêtant d'aller à l'école, en arrêtant de se former, c'est la tribune, enfin c'est aussi les ingénieurs d'AgroParisTech dans leur discours. Enfin ça, on n'est pas d'accord avec ça. Enfin, en tout cas, écologie responsable, c'est pas ce en quoi on croit, c'est au contraire à le défi de notre génération de travailler pour relever justement cet enjeu qui est énorme. Et quand on est un peu de droite, c'est qu'on ne croit pas à la fatalité. Je refuse ce fatalisme de la fin du monde, de la fin du mois et de la fin de la civilisation. Je refuse ce fatalisme sur ces trois leviers-là. Et donc, il va falloir travailler, il va falloir se battre, il va falloir réussir et inventer un nouveau système. Mais c'est sûr que ça se joue au niveau du monde. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'en tant qu'individu, on doit laisser les autres s'en occuper en disant peu importe ce que je fais, ça ne va pas changer les choses. Si on est aussi dans une philosophie à écologie responsable, de droite, enracinée, on croit aussi à la responsabilité individuelle. Eh bien, la responsabilité individuelle, ça commence d'abord par les gestes de chacun. Et je vais vous prendre un exemple que j'ai vécu moi en tant que Vendéen. On a justement sur cette idée qu'après tout, seul un courant de pensée défendait l'écologie. Mais moi, je suis originaire d'un département, Vendée, dans lequel, par exemple, au conseil départemental, on n'a aucun élu
écolo, qu'un élu de gauche ou qu'un élu de ces mouvements qui portent l'écologie. Pourtant, on a un département qui est moteur sur les questions écologiques. On a un tri sélectif qui est un des meilleurs de France, par la responsabilité individuelle de chaque citoyen qui prend sa responsabilité de dire je fais un tri qui est exigeant, mais qui est nécessaire pour le bien commun. On a aussi réussi la question de l'innovation, on a des usines, notamment sur la côte, une usine d'hydrogène qui est la première usine d'hydrogène d'Europe. Plus dans le bocage par chez moi, on a aussi une usine qui fait du ciment à un coût carbone extrêmement faible. Donc en fait, on est en train de réussir à prouver par le local qu'on peut solutionner et répondre à cet enjeu écologique en étant enraciné et innovant. Et encore une fois, c'est ça qu'on défend à Écologie Responsable, parce que moi je l'ai vécu en Vendée. Et j'ai été parfois assez frustré qu'on me dise ah non, mais la droite ne parle pas d'écologie, etc. Enfin, on a des résultats qui sont concrets. On ne l'a peut-être pas assez mis en avant, mais on a des résultats qui sont concrets au niveau local, mais aussi au niveau national. La création du ministère de l'Environnement, c'est 1971. Le fait qu'il devienne ensuite le ministère de l'Écologie, c'est 2002. Le discours de notre président de la République, à l'époque Jacques Chirac, devant le Johannesburg, où il dit « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs », c'est aussi la droite. Le fait de placer la charte de l'environnement dans le préambule de la Constitution, donc placer ce texte à valeur constitutionnelle, c'est aussi la droite en 2005, le Grenelle de l'environnement, c'est aussi la droite. Donc on a quand même des belles réalisations locales et nationales, une volonté d'action de la part de nos responsables politiques sur l'écologie, et il faut aussi le dire, et c'est ce qu'on essaye de faire, toujours en se basant sur l'enracinement et l'innovation. Alors, puisqu'une des solutions, ce serait un changement d'attitude, si je comprends bien ce que tu dis, comment on peut essayer d'imposer de nouvelles mœurs, en fait, pour avoir une attitude citoyenne individuelle, responsable? Est-ce qu'il faut mettre en place de nouvelles sanctions au niveau du droit, des délits de pollution individuelle, ou est-ce qu'il faut faire une sensibilisation plus grande à l'école sans tomber dans l'idéologie? Quelle est votre position par rapport à ces questions? C'est sûr que c'est des questions qui sont importantes, hein. La question de l'idéologie, on va pas mettre de l'idéologie, parce que je reprochais au début que l'écologie était aujourd'hui pris par une certaine idéologie, et l'idée, c'est pas d'en remettre non plus. Mais il faut sensibiliser les personnes. Il faut sensibiliser les personnes, et encore une fois, je ne crois pas forcément dans l'interdiction. Si une personne est sensibilisée, elle comprend évidemment les enjeux, et on va prendre par exemple la question de la mobilité. Il faut qu'on adapte notre mobilité, mais si on fait une sanction pour tous, pour tout le monde, en disant d'un coup on va interdire tel type de mobilité, par exemple le diesel, ben, je ne suis pas sûr que ça rende service non plus à l'environnement, parce que comment est-ce qu'on fait dans des territoires ruraux sans voiture individuelle, qui roulent au diesel, qui d'ailleurs rejette moins de CO2? Par contre, c'est sûr, dans les villes, pour éviter les microparticules, il faut sans doute interdire le diesel, développer les mobilités en commun, etc., les transports en commun. Et donc, il ne faut pas être dans l'idéologie brutale qui interdit, qui frustre des gens. Il faut accompagner. Les acteurs économiques sont déjà dans ces transitions, sont déjà en quête. C'est parfois difficile si les pouvoirs publics ne leur donnent pas une vraie feuille de route avec une vraie visibilité sur le long terme, comme on expliquait tout à l'heure. Mais si les pouvoirs publics donnent cette visibilité, que le citoyen est sensibilisé, les acteurs économiques feront aussi le travail. Et là, on pourra répondre à ces questions-là. Mais justement, tu as parlé d'acteurs économiques, on a parlé d'échelle individuelle, d'acteurs individuels. J'ai posé la question, qui peut agir réellement? En fait, qui sont les principaux leviers? On pense forcément aux grandes entreprises du CAC 40, mais comment lutter contre les lobbying? Tout ça, ça a l'air d'être une bataille enfouie. Comment est-ce qu'on peut agir à ce niveau-là également? Je ne sais pas s'il y a une bataille enfouie forcément. Attends, je vais boire un petit peu. Hop. Donc la question, ok. Comment est-ce qu'on peut agir? Je pense que c'est cette responsabilité individuelle qui fait que chaque individu doit agir, et c'est aussi le rôle du politique. C'est pour ça aussi qu'à Écologie Responsable, on croit aussi dans la représentation, l'engagement politique, les élections, parce que ça peut changer la donne. Si les pouvoirs publics sont extrêmement exigeants avec les acteurs économiques pour enclencher des transitions, et bien ces acteurs économiques vont les suivre. Et il n'y aura pas forcément ce qu'on appelle du lobbying en doute. Il y a aussi un besoin de s'adapter aux réalités. Et encore une fois, justement, je pense que cette idée de décroissance, elle est justement le symbole qu'elle est déconnectée des réalités. Parce que derrière un pourcentage de croissance, on peut se dire, oui, bah, d'accord, c'est des chiffres. En réalité, c'est des emplois. Si on interdit quelque chose du jour au lendemain pour des questions écologiques, ça peut derrière être une famille qui se retrouve sans emploi parce que ce secteur économique-là aura été d'un coup, par une décision juridique, absolument interdite. Et je ne crois pas que ça élève la société d'être frustré comme ça par des contraintes, par des barrières qui régulent toute une vie, où finalement on deviendrait des citoyens qui évoluent dans un mur de normes qui nous disent ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. C'est encore plus fort lorsque le citoyen
et les acteurs économiques croient dans ce qu'ils font. C'est pour ça que la croissance verte, elle est possible, parce que il ne faut pas faire du greenwashing, évidemment, il ne faut pas que ce soit juste du cosmétique, mais si les acteurs économiques croient vraiment dans ce qu'ils font, parce qu'ils sont bien conscients que ça nous concerne tous, et bien là, on peut trouver des solutions. J'entends que sur le papier, c'est peut-être un peu compliqué, et que quand le politique peut se dire qu'une norme qui interdit va être beaucoup plus efficace et rapide. La réalité, c'est que c'est pas toujours le cas, et parfois une norme qui peut sembler judicieuse à un moment donné, si elle est contournée, elle peut même être parfois néfaste à l'écologie. On voit ça par exemple en agriculture, dans plein de secteurs économiques, où parfois ils ont une sanction, une interdiction, qui fait qu'on perd cet outil de production en France, qui part à l'étranger, et on se retrouve à réimporter ces produits de l'étranger, donc avec un coût carbone dans le transport qui est encore plus fort. Et là, par exemple, ce qui sur le papier est une bonne idée pour l'écologie se transforme en quelque chose qui est néfaste. Et donc, il faut agir au niveau sans doute national, européen, dans la concertation, et aussi dans une forme de protectionnisme, qui soit un protectionnisme vert, mais pas pour se refermer, mais pour prouver aussi aux autres pays du monde qu'une croissance durable est possible, et qu'ils n'ont pas justement là-dessus à nous rentrer en concurrence directe avec nous. Le libre-échange doit pouvoir continuer, mais doit pouvoir continuer avec des règles qui sont saines pour la planète. Mais c'est ça, surtout, en fait, comment on peut convaincre des acteurs économiques d'adopter des mesures écologiques si à la fin ils vont avoir des pertes de bénéfices. Je crois que par exemple pour le steak végétal qui avait été adopté assez rapidement, en fait, il y avait eu des articles qui montraient qu'en fait ça rapportait plus que faire un steak de bœuf en élevant des vaches, tout ça. Donc est-ce que, on en a parlé tout à l'heure, est-ce que l'écologie, ça va pas forcément au bout d'un moment, rencontrer le problème de la pauvreté, de la baisse du pouvoir d'achat? Est-ce qu'on revient sur le problème de l'écologie, thème de bobo qui n'a pas besoin d'argent? Est-ce que Mais c'est il ne pas faut une pas impasse? justement, il faut pas, c'est ce pour quoi on essaye de, pour ça qu'on a des cercles économiques dans lesquels on reçoit des acteurs économiques qui viennent nous expliquer comment est-ce qu'ils s'adaptent aux transitions, parce qu'il ne faut pas justement rentrer dans quelque chose qui est décorrélé du réel, et dans laquelle l'écologie, finalement, seule une élite peut se le permettre, et au contraire, il ne faut pas non plus que l'écologie appauvrisse et rende encore plus difficile la vie de certains Français qui sont un peu ce qu'on appelle la France périphérique. Encore une fois, la question de la mobilité en France périphérique, elle est essentielle. Et plus on continue à reléguer ces personnes-là en leur ajoutant des freins et des coûts, et bien plus eux se diront l'écologie, c'est pas pour moi, parce qu'en fait, l'écologie, ça m'a appauvri. Donc c'est pour ça qu'on croit et qu'on essaye de penser qu'une croissance verte, la croissance qui crée de la richesse, cette richesse pour tous, et ben ça pourra permettre sans doute que tout le monde puisse se sentir participant à l'écologie. Le jour où en fait euh, tous les acteurs auront compris cela, eh ben, ça peut rentrer dans un cercle vertueux, une destruction qui est créatrice. On enlève il y a des secteurs d'activité dans notre pays qui seront amenés à disparaître parce qu'ils ne sont plus évidemment, qui sont trop carbonés. Mais il faut justement que ça puisse se faire. Et Donald Trump avait une phrase qui reflétait, je pense, un de ses plus gros problèmes. Il avait dit: j'ai été élu par les habitants de Pittsburgh et pas par les habitants de Paris, pour justifier le fait qu'il sortait des accords de Paris, au profit notamment de Pittsburgh, il me semble, où il y avait des mines de charbon. Il ne faut pas qu'on rentre là-dedans, il ne faut pas qu'on soit dans ce paradoxe où en fait on doit choisir entre l'économie locale et des accords climatiques qui nous sont supérieurs. Il faut que les deux puissent être ensemble, sinon on n'y arrivera pas. Et ce qui s'est passé aux États-Unis montre que eux, ils ont fait ce choix binaire et ils ne s'en sont pas sortis en fait. Ils ont voulu protéger leurs emplois dans le charbon et sans développer d'autres solutions alternatives. Il faut développer des alternatives pour que ces emplois, par exemple à Pittsburgh dans le charbon, puissent se transformer dans d'autres choses. Et donc il faudra de la formation. Il faudra investir massivement dans de la formation pour que des métiers qui vont disparaître puissent se renouveler. Il faudra aussi investir massivement pour rénover, par exemple, mais la question des logements, si on veut rénover les logements pour pas que ce soit des passoires thermiques et donc éviter le coût énergétique, ça va aussi demander, par exemple, des emplois qu'on n'a pas encore aujourd'hui. Et ceux qui prônent la décroissance, comment est-ce qu'on rénove les logements si on est dans la décroissance? On va plus chauffer dans le logement. Enfin non, il faut vraiment créer un écosystème où toute l'activité économique est orientée pour adapter et faire la transition. Et si, encore une fois, on arrive à faire ça, ce qui serait quelque chose d'assez incroyable, et bien les autres pays du monde pourraient se dire, bah oui, mais on peut aussi peut-être nous faire une croissance qui n'est pas carbonée. Nous aussi, on peut peut-être arrêter les mines de charbon en Chine. On peut aussi peut-être arrêter tout un tas d'activités économiques qui sont aujourd'hui très néfastes pour la planète. Mais pour ça, il faut réconcilier les deux. Et cette phrase vraiment de Donald Trump, pour moi, je la trouve très intéressante parce que c'est le symbole qu'on n'a pas réussi, que les États-Unis en tout cas, que la droite américaine n'a pas réussi à comprendre ça. Elle a opposé et elle a dit donc c'est soit notre économie, soit la planète.
fin du monde, fin du mois. Eh bien non, c'est les deux. Et en plus, je rajouterais moi la fin de la civilisation. C'est vrai qu'on a tendance à plutôt entendre des discours fatalistes, comme tu as dit, et surtout des impasses en fait, qui sont toujours remis au jour. Par exemple, la question des batteries de téléphone. Enfin, je parle de l'ère du numérique. Le numérique, on a l'impression que c'est anti-écologie. Donc, par rapport également à ce paradoxe, qu'est-ce que tu en penses de Bah, l'avenir numérique? déjà, c'est un premier paradoxe, c'est que parfois la génération climat dont on fait partie, on est plein de paradoxes parce qu'on veut le meilleur pour notre planète et en même temps on apprécie partir en voyage à l'autre bout, on apprécie regarder des films et des séries sur internet qui aussi sont génératrices de CO2. Et ça, on n'arrivera pas à résoudre ce paradoxe qui fait qu'on a tous aussi envie d'une qualité de vie qui soit assez agréable. Et l'homme, encore une fois, l'homme veut être heureux et donc on ne pourra pas frustrer. Et c'est pour ça que je ne crois vraiment pas à l'idée de la décroissance. Enfin, je ne vois pas comment est-ce qu'aujourd'hui on va l'expliquer à des citoyens. Revenez en arrière, tout ce confort matériel que vous avez aujourd'hui, ça doit disparaître. On ne pourra pas, je pense. Enfin, là, vraiment, on opposera les gens. Mais pour autant, il faut justement pas que ça soit, il faut que ce confort matériel, que les outils du numérique ne soient pas encore plus une plaie pour l'environnement. Et donc, il va falloir innover, avoir des progrès scientifiques qui puissent faire justement qu'une batterie, on puisse la recycler pour éviter toujours de prendre des matières premières dans des pays à l'autre bout du monde. C'est comment est-ce qu'aussi on arrive à faire une économie, quand je dis la croissance verte, c'est une économie aussi qui est vertueuse, qui est résiliente. L'art du on jette, enfin on achète, on jette, il faut aussi en sortir. Et il faut aussi, pour le coup, que les acteurs économiques comprennent ça. Et beaucoup d'acteurs économiques d'ailleurs sont en train de comprendre ça. On a reçu nous, au sein d'Écologie Responsable, des acteurs économiques qui nous expliquaient, des PDG qui expliquaient à leurs salariés que l'objectif n'était plus de produire en masse et d'augmenter toujours les ventes, mais de produire mieux pour avoir des ventes plus qualitatives et qui durent sur le temps. Et donc là, je ne vous dirai pas le nom d'entreprise, mais en plus, c'est une entreprise qui n'a pas forcément une bonne réputation. Mais donc, preuve que les acteurs économiques sont en train de changer, mais ça prend du temps aussi, tout ça. Ça prend du temps et ça demande aussi un accompagnement financier et un accompagnement structurel. Et cette question d'accompagnement structurel, elle est importante parce qu'aujourd'hui, nos pouvoirs publics, je ne suis pas certain que dans tous les domaines d'activité, accompagnent vraiment les acteurs économiques en leur donnant des garanties, parce que l'économie, c'est comme tout, on a besoin de garanties, c'est des investissements privés. Ils n'ont pas envie d'investir s'ils savent que demain, cette réglementation va partir. Ils veulent une garantie que ça dure. Donc il faut vraiment une visibilité, une vision globale de ce que doit être la société de demain. Et donc c'est comme on l'a dit, c'est décarboner notre électricité, c'est faire de la rénovation thermique des logements, c'est adapter nos mobilités, avoir des mobilités individuelles qui rejettent moins de CO2 et des mobilités en commun qui soient plus adaptées dans les villes, mais aussi au sein d'une nation, privilégier le train sur l'avion, par exemple, des choses comme ça. C'est aussi comment est-ce qu'on adapte notre alimentation, comment est-ce qu'on redonne aussi un peu de pouvoir d'achat aux gens. Et enfin, un dernier pilier, donc tout ça c'est pour rejeter moins de carbone, mais il faut aussi qu'on soit capable de capter du carbone. Et si on arrive à faire les deux, et donc capter du carbone, c'est réinvestir dans la forêt, dans l'économie de la forêt, également dans l'agriculture, parce que l'agriculture peut capter du carbone. Et donc, je pense que ça, ces deux solutions-là sont des solutions qui sont essentielles. On partage tous. Après, ça dépendra des moyens qu'on se donne pour y arriver. Mais ça, on partage tous l'idée qu'il va falloir décarboner et absorber du carbone. Et donc, l'enjeu, c'est que nos acteurs politiques, économiques, investissent un maximum sur ces deux leviers-là. Et nous, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire avec Écologie Responsable. Par l'innovation et l'enracinement, on se donne tous les moyens pour décarboner et capter du carbone. Et après, j'ai envie de te poser une question un petit peu plus qui va demander d'utiliser un peu ton imagination. Toi, tu es convaincu par la cause, mais si demain tu rencontres quelqu'un qui te dit l'écologie, je m'en fiche, qu'est-ce qui se passe si personne ne bouge? De toute façon, j'ai pas envie de baisser mon niveau de vie, je serai mort quand la Terre sera plus chaude. Mais c'est intéressant. Tu dis que je suis extrêmement convaincu. C'est vrai, je suis convaincu par le fait que cette question-là, c'est l'enjeu de notre génération. Pour autant, je ne suis pas un idéologue de l'écologie. Je me définis pas politiquement comme écologiste forcément au premier aspect. C'est d'autres aspects plus philosophiques qui me définissent politiquement. Et ensuite, je sais que ça, c'est un enjeu majeur. Et j'y suis venu justement par le fait que je refusais que d'autres, avec d'autres idéologies, m'imposent leur vision de ce que doit être l'écologie. Et je pense que peut-être que ça peut être le premier aspect pour que les gens s'intéressent et que celui qui dit je m'en fiche, il s'en fiche de l'écologie jusqu'au jour où on va lui dire bah, l'écologie, c'est le fait que tu arrêtes complètement des modes de vie auxquels tu étais attaché.
c'est peut-être le jour où on va lui dire, au nom de l'écologie, on a fait passer telle loi économique, civilisationnelle, culturelle, qui n'était pas censée être écologique. Je ne sais pas si je suis clair, mais puisque une partie du spectre, notamment à gauche, a pris cette écologie comme bouclier pour cacher derrière tout un tas d'autres idées, et ben, si on ne veut pas avoir ces idées derrière, il faut aussi se saisir des questions écologiques. Et je pense que ça peut parler à quelqu'un qui considère que c'est pas son enjeu. Mais pour autant, je pourrais aussi lui tenir un discours un peu plus rationnel. Le rapport du GIEC, enfin, il est clair, hein, on va vers un réchauffement global de la planète, et ce réchauffement global de la planète, ça crée des cataclysmes. Des cataclysmes. On a une pluviométrie aujourd'hui qui est de plus en plus difficilement contrôlable, avec donc des déluges, des moments de pluie dans lesquels il y a des éboulements, il y a des glissements de terrain, des endroits où on pensait épargnés qui ne sont pas épargnés, des coups de grêle qui sont de plus en plus importants, des incendies qui sont difficilement contrôlables. Le changement climatique, ça va aussi faire que, alors les chiffres, il me semble que c'est presque 18% de la planète sera plus habitable potentiellement, si on va vers les plus de 2 degrés de réchauffement. Ben, donc s'il y a 18% de la planète où c'est pas habitable, que vont faire ces gens qui vivent sur ces espaces qui ne sont pas habitables? Ça va aussi créer des problèmes de migration, des problèmes de dérèglement civilisationnel. On pense aussi à la remontée des eaux qui est prévue par le réchauffement climatique. Il y a des peuples qui vivent sur des îles qui ne sont pas extrêmement élevées par rapport au niveau de la mer, et donc qui peuvent aussi être amenés à devoir bouger. Il va falloir qu'on y réponde. C'est pas qu'une question de bobo, hein, l'écologie, hein. Pour le coup, ça va être des problèmes concrets qui vont arriver en masse. C'est les questions potentiellement des famines. Parce que la production agricole, on ne peut pas avoir la même production partout dans le monde. Il y a des endroits qui ont du mal, du fait du climat, à produire, et qui auront de plus en plus de mal à produire. Il faudra que les autres endroits qui ont des climats plus adaptés puissent exporter aussi de la nourriture pour ces pays-là. Bref, le changement climatique, c'est une réalité scientifique. Aujourd'hui, c'est unanime, on le partage tous, pardon, et donc il va falloir maintenant vraiment s'y atteler, mais s'y atteler rapidement. Et pour continuer à jouer le rôle du climato-sceptique, Ouais. ceux qui vous disent qu'il y a des grandes vagues de refroidissement de la planète et des grandes vagues de réchauffement, et qui vous disent si c'est pas dans 50 ans, ce sera dans 500 ans que la Terre va réchauffer. Parce que c'est. Bon, je connais hein, qui tient ces Oui, discours. oui, Donc, moi j'en ai entendu aussi. Ouais. voilà, j'essaie de leur expliquer qu'il faut avoir une. Donc là, est-ce qu'il faut avoir une vision à court terme plutôt qu'à long terme? C'est Alors, compliqué. pour le coup, premièrement, enfin, je ne suis pas scientifique, eux non plus, donc ceux qui nous disent ça, c'est toujours difficile. Évidemment que je crois que le climat sur cette planète a toujours changé, mais le fait est que l'humanité a accentué le changement climatique, ça c'est quelque chose qui est reconnu de tous. Et donc, que ce soit dans 50 ans, dans 150 ans, euh, encore une fois, enfin, après, ce sont des personnes extrêmement individualistes et égoïstes qui pensent qu'à leur petite vie, mais je pense que lorsqu'on a une vision un peu politique, une vision un peu civilisationnelle, on a aussi envie que ça perdure. On a envie que l'humanité laisse une trace. Moi, j'ai pas envie que l'humanité disparaisse de cette planète. Et donc, si on veut répondre à ça, il va falloir qu'on se retrousse les manches, et ça les concerne en premier lieu. Ça les concerne en premier lieu. La vie d'un homme ne peut pas être faite que pour soi sur l'instant T. Enfin, Marc Aurèle, je crois, disait, va toujours par le chemin le plus droit, c'est le chemin de la nature. Enfin, cette nature, on en fait partie aussi en tant qu'homme, et elle n'a pas vocation. Il ne faut pas qu'elle disparaisse. On s'inscrit dedans, et on doit justement la défendre parce qu'on y est attaché. Voilà, les forêts précèdent les civilisations, les déserts les suivent. Parce que l'homme, la nature, ça a toujours été lié. On connaît des peuples qui ont disparu, des civilisations qui ont disparu. Et ben, on n'a pas envie que notre civilisation disparaisse aussi, et que notre monde disparaisse non plus. Merci. Merci. Pour conclure, je te poserai une question un peu plus personnelle, Mhm. qui peut tout à fait être intéressante vu la vision du monde que tu nous as décrite selon tes idées. Où te verrais-tu dans 10 ans? C'est une bonne question. Dans 10 ans, je me verrai acteur, en tout cas. Alors, acteur économique, politique, ou ce qu'on veut, mais en tout cas, ou un citoyen engagé, quelque chose comme ça, mais en tout cas acteur, parce que je refuse la passivité. La passivité devant notre société, et la passivité sur les questions écologiques. C'est pour ça que je suis porte-parole d'écologie responsable, mais sur d'autres questions. Je refuse la passivité de notre génération à ne pas répondre à la fin du monde, à la fin du mois, à la fin de la civilisation. Je crois que notre pays a une histoire qui est extrêmement belle, extrêmement grande, extrêmement forte, mais que cet équilibre, il est fragile. Exactement comme notre planète, notre biodiversité et notre nature qui nous entoure. Elle est magnifique, elle est belle, on l'aime, mais elle est fragile.
exactement aussi comme notre économie. Et on se sent puissant, on se sent parfois être un pays riche, mais tout cet équilibre aussi, c'est fragile. Ben, ces trois questions-là, économiques, écologiques et civilisationnelles, sont des questions qui sont fragiles. Et il va falloir qu'on y réponde, il va falloir donc qu'on soit tous acteurs. Moi, mais l'ensemble des personnes qui nous écoutent, il va falloir qu'on soit acteurs de cette relève-là. Et le jour en fait, où on verra que notre dernière industrie aura fermé, euh, la dernière rivière aura débordé, que la dernière valeur aura été bafouée, ce jour-là, on verra qu'en fait, une nation, c'est mortel, que nous sommes, en fait, notre civilisation est mortelle. Et si on refuse ça, eh ben, soyons acteurs, et donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Ouais, merci, Merci beaucoup. merci Pierre. Merci.